Parce que ce sont des cas cliniques, je pense qu'ils seront peut-être un peu moins interactifs que ceux de l'orateur précédent, mais je voulais lancer le sujet avec une histoire vraie. Une dame qui est venue dans mon cabinet, une dame de 50 ans, au mois de juillet. Elle m'a dit « Je voudrais voir un cardiologue parce qu'on m'a dit que j'avais un peu de cholestérol ». C'est une dame qui n'a pas d'antécédent particulier, si ce n'est que dans sa famille, son père avait fait un infarctus très jeune, à l'âge de 51 ans. Son frère aussi est décédé, il a fait une mort subite. À 48 ans, on avait parlé d'une rupture d'anévrisme. Et vous voyez qu'elle a effectivement une hypercholestérolémie sévère, un cholestérol à 3,25 g et un cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, à plus de 2 grammes, 2,17 g. Alors juste quelques petits éléments de réflexion auxquels on va répondre. En l'occurrence, là, la plupart des affirmations qui ont été mises ici, elles font un peu partie des mythes et que je voulais essayer de contrer. Alors, il ne s'agit pas d'une dyslipidémie mixte. La dyslipidémie mixte, c'est ce qu'on voit chez nos diabétiques très fréquemment, qui ont aussi des triglycérides élevés, qui ont en général un HDL assez bas, ce qui n'était pas le cas de cette patiente. Le HDL n'est pas protecteur dans ce genre d'hypercholestérolémie, puisque le taux de LDL est très élevé. Donc, il ne faut pas se faire avoir par ce mythe-là. On va voir que dans les hypercholestérolémies familiales, même chez les femmes préménopausées, le risque cardiovasculaire il est extrêmement élevé. Il ne faut pas penser que parce qu'elle n'est pas ménopausée, elle n'est pas concernée par les accidents cardiaques. Alors, le fait que son père fumait au moment où il a fait son infarctus, ça n'atténue pas du tout le fait que c'est un élément de risque familial extrêmement important. Et puis surtout, méfiez-vous, souvent l'entourage familial ou parfois même le médecin de famille, pour rassurer un petit peu les gens quand ils ont perdu quelqu'un qui est mort de mort subite, ont tendance à ne pas parler du cœur, à dire ça doit être une rupture d'anévrisme. Et alors là, toutes les études depuis 30 ans ont bien montré que les gens qui meurent subitement, ils meurent d'infarctus, de thrombose coronaire, et la rupture d'anévrisme, en fait, c'est une cause très très rare de mort subite. Alors, ces hypercholestérolémies familiales, elles sont liées en fait à une anomalie hépatique. Le foie, normalement, il capte le cholestérol qui est dans le sang et il va l'éliminer dans la bile. Et dans ces maladies-là, ce sont des maladies génétiques où il y a une anomalie de la captation du cholestérol par le foie. On va voir un peu le... Pardon, je me suis trompé de pointeur. On verra un petit peu le type de mutation qu'on peut voir. On ne parlera pas des formes homozygotes où les deux allèles sont mutés, qui sont extrêmement rares et où on a des hypercholestérolémies qui entraînent des accidents dès l'enfance. On parlera de la forme autosomique dominante hétérozygote. Et puis, ce qui est intéressant dans cette affection, c'est que finalement, c'est un modèle qu'on peut utiliser pour comprendre ce que c'est que la maladie athéroscléreuse, puisqu'on a des gens qui sont exposés depuis la naissance à une hypercholestérolémie, et on va voir les conséquences que ça peut entraîner. Alors, les types de mutations, en fait, 90% des cas, ce sont des anomalies des récepteurs au cholestérol LDL. On peut voir ça un petit peu comme la serrure, en fait. La serrure ne reconnaît pas la clé. Le gène qui code pour la protéine de récepteur des LDL est muté et ce récepteur fonctionne mal. Le taux de cholestérol sanguin reste élevé. Parfois, ce n'est pas la serrure qui est mutée, mais c'est la clé. C'est l'apolipoprotéine B, l'ApoB, qui est chargée de véhiculer le cholestérol LDL, qui est mutée, et donc elle n'est pas reconnue par les récepteurs qui sont sains, mais la conséquence c'est la même, le taux de cholestérol reste élevé. Et puis dans des formes exceptionnelles, c'est un gain de fonction de la protéine PCSK9. La PCSK9, c'est une protéine qui a tendance à diminuer l'efficacité, le nombre des récepteurs hépatiques au LDL, et donc si elle fonctionne davantage, elle va détruire ces récepteurs et entraîner l'hypercholestérolémie. Alors, encore quelques petites assertions. S'agit-il d'une maladie rare? Est-ce que peut-être qu'il n'y en a pas en Nouvelle-Calédonie? Nos diabétiques ne peuvent pas avoir ce genre d'affection. L'espérance de vie de ces patients qui ont des taux de cholestérol élevés est-elle normale? Il n'y a pas de traitement. Alors, tout ça, c'est faux, en fait. C'est une maladie qui est très fréquente. Je crois que c'est la plaque d'après. Voilà, c'est la plus fréquente, et de loin,
des maladies génétiques autosomiques dominantes. C'est 10 fois plus fréquent que l'hémochromatose. On pensait il y a encore 20 ans que ça concernait une personne sur 500 dans le monde, et en fait, depuis 20 ans, on s'est rendu compte que c'est plutôt une personne sur 200 qui a une mutation sur ces récepteurs LDL. Dans certains endroits où il y a eu des effets fondateurs génétiques liés à la colonisation, comme au Québec ou chez la population des Afrikaners d'Afrique du Sud, on est à 1 sur 67. Alors, ce qui fait la gravité, c'est que dans la plupart des hypercholestérolémies, le taux de cholestérol il augmente vers l'âge de 40-45 ans. Les gens sont exposés une quinzaine ou une vingtaine d'années à l'hypercholestérolémie. Mais là, dans cette maladie-là, c'est depuis l'enfance. Et donc, le risque cardiovasculaire, il est multiplié par 15. Chez les diabétiques, qu'on considère comme à très haut risque, le risque, il est multiplié par 4 ou 5. Là, on parle d'un facteur 15, c'est vraiment énorme. Et ce qui conduit au fait qu'environ une femme sur 3 porteuse de ces mutations fera un infarctus ou un AVC avant l'âge de 60 ans, et la moitié des hommes porteurs de cette maladie feront un infarctus avant 50 ans. La diminution d'espérance de vie, ça dépend un petit peu des pays, mais enfin, elle est au moins d'une dizaine d'années. Et ce qui est vraiment dramatique, et c'est ce qui me pousse un petit peu à essayer là, de faire communiquer un peu sur cette maladie, c'est qu'en fait, partout dans le monde, on considère qu'il y a seulement 10% ou un peu moins de 10% des patients porteurs de l'affection qui sont diagnostiqués et pris en charge correctement. Alors juste à propos du modèle de l'athérosclérose qu'on peut construire à partir de cette maladie, en fait, de la même manière qu'on peut considérer que le risque de cancer du poumon, il va être élevé à partir d'un certain nombre de paquets années. Vous avez fumé un paquet par jour pendant 20 ans, c'est 2 fois plus grave si vous avez fumé 2 paquets par jour. Où on peut en quelque sorte peser le poids des mégots qui s'est déposé dans les poumons. Et bien de la même manière, on peut peser le poids du cholestérol qui s'est déposé dans les artères. Voilà par exemple une population qui aurait un taux de LDL particulièrement bas depuis la naissance, ça fait à peu près 1 gramme par litre de LDL. Eh bien, ils vont arriver à ce seuil cumulatif peut-être vers l'âge de 75 ou 80 ans, ce qui est peut-être le bel âge pour faire un infarctus. À l'inverse, vous voyez les homozygotes, donc cette maladie très rare, ils arrivent à ce seuil dès l'âge de 20 ans. Et dans la maladie dont on parle aujourd'hui, eh bien, c'est quand même très précoce. Ces gens avec un cholestérol LDL de l'ordre de 2 grammes par litre, eh bien, ils font leur premier infarctus ou AVC vers l'âge de 40 ans. Alors là encore, quelques données sur le continent qui nous reste à découvrir. Chez les gens qui ont fait un infarctus jeune, il y en a environ 1 sur 10 qui va être porteur de cette maladie. Il va suffire en fait de faire un interrogatoire pour voir qu'il y a eu d'autres antécédents coronariens précoces dans la famille. Et dans ce groupe-là, on est déjà à 2 sur 10. Si ils ont un cholestérol élevé, qu'ils ont fait un infarctus jeune, eh bien, il y a 4 sur 10 de ces patients qui sont porteurs de ces mutations. Et on arrive à 6 sur 10 en combinant les deux. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous lire. Voilà, ce qu'il faut voir aussi, c'est que près de la moitié, en fait, 49% de ces patients porteurs d'hypercholestérolémie familiale, eh bien, ils sortent de l'hôpital sans avoir la dose maximale de statine, sans répondre aux objectifs qu'on devrait leur donner. Donc, on a vraiment tous des efforts à faire dans cette maladie. Alors, qu'est-ce qui doit nous faire suspecter une hypercholestérolémie familiale? Alors, il y a 3 situations qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre, mais c'est 3 circonstances où chacun d'entre nous devrait se dire « Tiens, est-ce que ce n'est pas une hypercholestérolémie familiale ?» Alors, premièrement, c'est les hypercholestérolémies sévères, donc plus d'1,9 gramme chez un adulte ou plus d'1,6 gramme chez un enfant. Tout cardiaque qui a présenté un infarctus ou un syndrome coronaire aigu avant l'âge de 55 ans chez un homme ou 60 ans chez une femme, c'est très jeune, ça doit faire évoquer le diagnostic. Et puis, tout sujet qui vient vous voir même pour autre chose et qui vous dit « Ah, dans ma famille, il y a plein de gens qui sont morts du cœur très jeunes », eh bien, il faut probablement évoquer ça. Alors, quand on va commencer à dire aux gens qu'ils ont peut-être une hypercholestérolémie familiale, alors on entend un discours qui est, voilà, je vous ai mis quelques phrases comme ça qui sont très rigolotes. C'est pas grave, docteur, du cholestérol, j'en ai toujours eu. Ben justement, madame, c'est très grave, puisque si vous en avez toujours eu, il y a l'effet cumulatif dont on a parlé. Alors, c'est pas grave, ça vient de la famille, ça c'est dans notre famille, on a tous eu ça. Ben oui, effectivement, c'est plus grave.
Alors, ma mère est morte à 90 ans. Oui, si vous avez hérité du gène muté de votre papa, ben, votre maman, elle a pu vivre jusqu'à 90 ans, c'est sûr. Alors, bien sûr, on a les professeurs Raoult du cholestérol, hein, notamment le Schtroumpf joyeux, qui vous dit bien que le cholestérol, c'est pas grave du tout, hein, faut pas s'en occuper, c'est un scandale. Donc, les gens arrivent dans notre cabinet, souvent nous disant, quoi qu'il arrive, moi, docteur, je viens vous voir, mais vous ne me donnerez pas de statine, je suis contre. Voilà, il y a des gens aussi, je crois, qui sont contre le masque. Enfin bref, il y a plein de gens contre. Et puis, il faut bien mourir de quelque chose. La question étant, à quel âge, bien sûr. Alors, encore un certain nombre d'assertions hein, qu'on pourra discuter. Ça ne sert à rien d'examiner les gens. Il n'y a pas de signe particulier. Il faut probablement, effectivement, faire un bilan lipidique chez les apparentés du premier degré, mais pas chez les enfants. Hein. Les enfants, ça n'a pas de cholestérol. Et donc, il faut probablement attendre qu'ils aient au moins 20 ans. Souvent, les gens sont persuadés que les conseils d'hygiène de vie, ça ne sert à rien, c'est une maladie génétique. Et puis, on discutera un petit peu du diagnostic moléculaire. Est-ce qu'on peut faire le diagnostic des anomalies génotypées ces patients? On va voir qu'ici, en Calédonie, il va falloir s'atteler à une rude tâche. Alors, l'examen clinique, il peut montrer des signes. Alors là, j'ai pris les plus caricaturaux, ceux que j'ai quasiment jamais vus. Les xanthomes tendineux, ils sont en général sur la face d'extension des tendons, des extenseurs. Donc là, sur le tendon d'Achille ici, les doigts, les extenseurs des doigts. Alors l'arc cornéen, il n'est pathologique qu'avant 45 ans. Après 50 ans, on appelle ça un gérontoxon. Hein, mais si vous avez des gens, et ça vous le voyez quand ils s'assoient en face de vous sur le bureau, qui ont un arc cornéen, qui sont jeunes, c'est très suspect. Par contre, les xanthelasmas des paupières, ça peut être évocateur, mais ce n'est pas spécifique. On peut avoir des xanthelasmas sans avoir une hypercholestérolémie. Et puis, donc là, je voulais juste montrer des signes un peu plus subtils. Parfois, l'exanthome, en fait, et c'est juste une petite voussure en relief sur le tendon. Il y a même des gens, en fait, qui, pour avoir un diagnostic sensible, font une échographie du tendon pour chercher un petit nodule dans le tendon. Et puis, il faut savoir soulever la paupière de nos patients pour regarder s'ils n'ont pas un tout petit arc sur la face inférieure ou supérieure de l'œil. Alors, la conduite à tenir lorsque vous allez avoir suspecté une hypercholestérolémie familiale, on en est au tout début, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, premièrement, c'est sûr, il faut éliminer une autre cause d'hypercholestérolémie. Donc, les deux plus fréquentes, ça peut être l'hypothyroïdie, le syndrome néphrotique. Il faut aussi vérifier qu'il n'y a pas une erreur de labo, qu'il y avait eu une erreur de prélèvement ou un régime particulier dans les jours ou la veille du prélèvement. Donc, on propose souvent à ce moment-là de dire aux gens, faites un peu attention, on donne le conseil de régime méditerranéen, puis on recontrôle dans 3 mois. Par contre, je pense que dès le début, il faut essayer de bien prendre un petit crayon, un papier, faire un petit arbre généalogique, même rapide, pour voir quel est le contexte familial, s'il y a eu des antécédents, les oncles, les tantes, etc. Et puis, ce qu'on peut surtout proposer, peut-être au moment où on refait le bilan 3 mois plus tard, c'est de demander aux gens de revenir avec un bilan lipidique chez tous les apparentés du premier degré qui accepteront, y compris et surtout chez les enfants. C'est vraiment chez eux qu'il faut faire un diagnostic précoce. Et puis, on va voir que ça pèse, bien sûr, si vous avez une seule personne qui a une hypercholestérolémie, on est moins probablement dans une hypercholestérolémie familiale que si, quand vous revoyez le patient, il vous amène 3 ou 4 personnes de sa famille qui ont un taux élevé de LDL. Alors, idéalement, il faudrait qu'on fasse du diagnostic moléculaire. On prélève du sang, on l'envoie à Paris, et puis on va faire le diagnostic des mutations. C'est très intéressant, puisque, effectivement, on aura une confirmation vraiment formelle du diagnostic. Et puis, on pourra, à moindre coût, à ce moment-là, faire du cascade screening avec un simple prélèvement, dire qui est atteint ou pas dans la famille. Ça a aussi un intérêt pronostique. Si vous avez une mutation sur ces gènes, même si votre taux de cholestérol n'est pas très élevé, le risque cardiovasculaire est extrêmement élevé. Il y a des sujets d'études là-dessus. Souvent, quand les gens se savent porteurs d'une anomalie génétique, ils vont vraiment adhérer au traitement, aux mesures diététiques. Il y a vraiment un effet psychologique qui est très fort. Le problème, c'est qu'en fait, on ne connaît pas encore toutes les mutations. Je crois qu'actuellement, il y en a 1000, un peu plus de 1000 qui ont été décrites, mais il y en a probablement le double, qu'on n'a pas encore identifié. Et donc, souvent, quelques mois après avoir fait le prélèvement, on va avoir un résultat qui dit non, on n'a pas trouvé de mutation. Et ça, c'est un facteur qui peut un peu limiter la croyance du patient dans le diagnostic.
En tout cas, quand on a fait toute la démarche que je vous ai dit, c'est-à-dire recontrôler le bilan, fait l'interrogatoire dans la famille, chercher des signes à l'examen physique, et bien étudier les antécédents personnels, on a ce score qui a été fait dans le pays pionnier européen de lutte contre l'hypercholestérolémie familiale, ce sont les Pays-Bas. Donc c'est le Dutch Lipid Clinic Network Score. Et vous voyez qu'on on coche ces items, on fait une somme, et puis on a quand même un truc intéressant à dire aux patients en disant vous avez peut-être une hypercholestérolémie familiale, c'est pas sûr. Vous avez très certainement une hypercholestérolémie, et là je pense que c'est même sans avoir fait de diagnostic moléculaire, on peut donner une probabilité de diagnostic aux patients qui est intéressante. Alors après, une fois qu'on aura atteint au moins ce stade de grande probabilité du diagnostic, on va essayer de stratifier le risque. Alors il y a toujours une diapo illisible dans chaque topo, donc c'est celle-là pour celui-là. Alors schématiquement, on peut utiliser des biomarqueurs, je ne les connais pas, la plupart ils sont encore vraiment au stade de recherche, mais c'est quelque chose qui va se développer. Les facteurs de risque traditionnels, c'est très important. Avoir une hypercholestérolémie familiale, plus un diabète, plus fumée, plus que sais-je, c'est un risque beaucoup plus élevé que si on a une hygiène de vie et un mode de vie sain. Il y a des facteurs génétiques qui sont en cours d'étude. Et là, juste une petite parenthèse pour dire que ces SNPs, là, vous savez, ce sont des mutations isolées d'une base sur le génome. C'est quelque chose qui va énormément se développer dans les 10 ans à venir. C'est-à-dire qu'on vous fera une prise de sang, vous pourrez même la faire dans des labos payants aux États-Unis en envoyant votre sang par la poste, et on vous sortira vraiment un risque cardiovasculaire extrêmement précis. Et il y a des publications, mais vraiment chaque semaine, dans tous les grands journaux de cardio, sur des scores de risque basés sur des mutations génétiques de plusieurs gènes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va énormément se développer. Et puis, donc là, ça sera peut-être le rôle du cardiologue. Quand vous aurez fait cette suspicion, ce diagnostic, vous adresserez probablement vos patients au cardiologue, qui va faire un certain nombre de tests. Bon, on va en parler de quelques-uns. Donc voilà, la stratification, les facteurs de risque associés, le diagnostic moléculaire, on en a parlé, chercher des xanthomes. Alors, parmi les tests qu'on peut demander au patient 3 mois plus tard, quand il va contrôler son taux de cholestérol, pour voir s'il a toujours cette hypercholestérolémie, il faut penser à doser la lipoprotéine petit a. C'est une des lipoprotéines qui véhicule du cholestérol dans le sang. Et celle-là, elle est intéressante parce que le cholestérol LDL, c'est vraiment un facteur d'accumulation, de boucher un petit peu les artères. Et la LP petit a, c'est vraiment la gâchette sur laquelle on appuie parce que c'est quelque chose qui va induire un état prothrombogène. Donc si vous avez des artères à la fois encrassées et puis un état prothrombogène dans le sang, vous avez vraiment tous les facteurs pour faire un infarctus précocement. Et donc, les hypercholestérolémies familiales avec LP petit a élevé, ce sont probablement parmi les plus graves. Ensuite, donc, le cardiologue, il va chercher un panel de tests pour voir s'il y a déjà de l'athérosclérose chez cette patiente de 50 ans. L'épreuve d'effort, ce n'est pas le meilleur test, on le fait en général, mais c'est à une valeur discriminante assez faible. Le Doppler des TSA, c'est intéressant parce qu'on peut montrer aux gens qu'ils ont déjà une plaque d'athérome. Moi, j'ai une dame de 40 ans à qui j'ai montré qu'elle avait déjà une plaque de 3 mm avec un aspect un petit peu dense. Quand je lui dis qu'elle a une hypercholestérolémie pathologique, elle est quand même plus tentée de me croire. C'est vraiment visuel, hein, ça se voit très bien. Et puis, on peut utiliser le scanner, soit avec injection. Donc, à ce moment-là, on fait un scanner coronaire. On va voir, je vais vous montrer une image juste après. Soit on fait sans injection, juste un score calcique coronaire. Globalement, quand on a des plaques d'athérome depuis un petit peu longtemps, elles se calcifient. Et les radiologues peuvent nous dire, vous avez tant de grammes de calcium dans vos artères coronaires. Donc si vous avez 0, votre risque de faire un infarctus dans les 10 ans, il est faible. Si vous avez 200, votre risque il est extrêmement élevé et il va falloir vous traiter rapidement. Alors voilà juste une image de scanner. C'est une artère coronaire qu'on voit au scanner. Oui, c'est une femme de 37 ans qu'on n'imaginerait pas, chez qui on n'imaginerait pas trouver ça. Donc elle a plusieurs plaques calcifiées. Quand c'est hyper dense comme ça, c'est du calcium. Et donc, quand on coupe celle-ci, là, on voit ce qui est vert, c'est de l'athérosclérose. En gros, c'est la graisse, on va dire, la plaque athéromateuse. Et puis, on voit qu'il y a quand même aussi déjà une grosse calcification de cette plaque. Évidemment, cette dame, elle n'a pas du cholestérol depuis 2 ou 3 ans. Elle l'a depuis l'enfance. Sinon, elle ne serait pas à ce stade-là. Et donc, la découverte d'une plaque comme ça, c'est pareil, renforce le risque et renforce l'indication à traiter les gens.
Alors, le traitement, les cardiologues ont en fait, en matière de cholestérol, ils utilisent toujours les mêmes armes. Hein. On parle aux gens de régime, d'hygiène de vie, d'exercice physique, de régime méditerranéen, c'est essentiellement celui-là qu'il faut préconiser. Alors, ça marche un peu, on obtient quand même des baisses à peu près, en général, de 10% du cholestérol. Donc, vous savez, les cardiologues, ce sont les prescripteurs, ces méchants prescripteurs de statines. Mais enfin, les statines, ça induit des baisses quand même significatives du taux de cholestérol, notamment LDL. Et ce taux, on le baisse en général de 30 à 40% avec les statines. Si elles ne sont pas tolérées, si on est obligé de baisser la dose ou si on n'arrive pas aux objectifs, on peut rajouter les étrols, les étimibes, on va obtenir encore 10-15% de baisse supplémentaire. Et puis, bon là, on n'aura pas le temps de détailler, mais on a une nouvelle classe qui arrive et qui est extrêmement puissante. Ce sont des anticorps monoclonaux qui vont inhiber la protéine PCSK9, celle qui attaque en quelque sorte les récepteurs du LDL, et là où on obtient des baisses extrêmement importantes avec un traitement qui est injectable une fois par semaine en injection sous-cutanée. Alors, quels vont être les objectifs ? En fait, ces patients, on les considère comme à très haut risque cardiovasculaire, on les considère comme s'ils avaient fait déjà un infarctus. Donc, chez les adultes, on va souhaiter, comme quelqu'un qui a fait un AVC ou un infarctus, avoir une baisse du LDL qui doit être inférieure à 1 g par litre, et voire même idéalement inférieure à 0,7 g par litre. S'il y a d'autres facteurs de risque associés sévères, ou s'il y a déjà une atteinte, on va essayer même d'obtenir 0,55 g par litre de LDL. Et puis, c'est surtout ce chiffre qu'il faudrait retenir, qui est extrêmement important. C'est les enfants atteints de ces hypercholestérolémies familiales. Si on veut éviter qu'ils fassent un infarctus à l'âge de 35 ou 40 ans, eh bien, il faut obtenir un LDL inférieur à 1,35 g. Toutes les recommandations dans tous les pays sont extrêmement claires. Elles sont diverses sur plein de points. Mais un point commun sur lequel elles se rejoignent, c'est qu'en fait, il faut démarrer le traitement très tôt. C'est vraiment la conséquence de la plaque que je vous ai montrée sur l'accumulation du cholestérol. Il faut en fait traiter très tôt avec des doses faibles de statine pour casser la courbe et vraiment reculer l'âge à partir duquel on atteint ce seuil. Et il y a eu des chiffres, là, je crois que c'est le groupe anglais, qui montraient qu'il y avait quand même 10% de leurs patients dans le registre qui avaient fait un infarctus avant l'âge de 30 ans quand ils n'étaient pas traités, alors qu'on avait 0 infarctus dans leur cohorte de patients traités tout jeunes. Alors, on a parlé des freins parfois que nous mettent les patients quand on leur parle du cholestérol. Et puis là, c'est juste un clin d'œil. Ce n'est pas le papa de Géraldine, mais c'est un pneumologue calédonien qui régulièrement, quand il voit mes patients, leur dit « Ah non, mais les statines, vous savez, ce n'est pas des bons médicaments ». Malheureusement, je pense qu'on peut tous être victimes de biais cognitifs. C'est par ailleurs un copain et un très bon pneumologue. Mais voilà, la désinformation, malheureusement, gagne beaucoup, les a priori, enfin bref. Voilà, je voulais juste le citer en petit clin d'œil. Alors là, on peut s'intéresser à propos du traitement des enfants. En fait, qu'est-ce qui le justifie? Alors là, en vert, en fait, en bleu, on a la courbe des patients qui ne sont pas traités et qui vont atteindre le seuil un petit peu de l'infarctus, on voit vers l'âge de 35-40 ans. Et donc, on a une stratégie qui pourrait consister à commencer à les traiter seulement quand ils ont 20 ou 25 ans et à forte dose de statine. Et on va infléchir cette courbe et essayer de les ramener vers l'âge de l'infarctus à 60 ou 65 ans. Et l'autre stratégie, celle qui est probablement la plus pertinente et qui est conseillée, c'est donc de les traiter très tôt, même à faible dose, en cassant peut-être un peu moins la courbe, mais en ayant un effet plus élevé, vraiment pour reculer l'âge de l'infarctus. Alors à ceux qui doutent qu'on puisse avoir des dépôts de cholestérol chez les enfants, il y a des études qui ont été faites en mesurant l'épaisseur intima média sur les dopplers carotidiens. Et quand les gens ne sont pas traités, on voit que les sujets atteints, on parle d'enfants qui ont 10-12 ans, ont une épaisseur déjà de la paroi artérielle de l'intima qui est importante par rapport aux sujets de leur famille qui ne sont pas mutés. Et à l'inverse, lorsqu'on les traite, on leur ramène cette épaisseur de la paroi artérielle identique à celle des sujets non mutés. Alors là, je ne l'ai pas référencé, j'aurais dû. Ça, je crois que c'est pareil, c'est la cohorte des Pays-Bas qui montre qu'à partir où ils ont eu un programme national, un registre des hypercholestérolémies qu'ils ont pris en charge, et ils ont comparé dans leur population les gens qui avaient pris leur traitement, ceux qui n'avaient pas pris.
Et donc, vous voyez qu'il y a une grosse différence. Donc là, ce ne sont pas les données manipulées par les méchants laboratoires qui veulent qu'on prescrive des médicaments. C'est un registre national, hein, c'est hors laboratoire. Et puis, cette donnée, je la trouve encore meilleure, puisqu'elle montre qu'en fait, en bleu, les gens qui ont été bien pris en charge et bien traités, ils ont une mortalité cardiovasculaire qui est identique à celle de la population générale des Pays-Bas. Et ça, c'est un beau succès, parce qu'à l'inverse, ceux qui ne sont pas traités, eh bien, vous voyez que leur avenir n'est pas rose. Donc voilà, ouf, j'ai fini dans les temps. Les messages en fait, que je voulais faire passer, bon, j'espère que je vous ai convaincu que c'était une maladie fréquente, hein, une personne sur 200, sévère, qui expose à un risque d'infarctus très jeune, 40 ans ou 50 ans, qui est curable, sur lequel, si on fait un diagnostic et une prise en charge bien meilleure que celle actuelle, on pourrait avoir un traitement, vraiment un effet de prévention forte. Je crois qu'il faudrait qu'en Calédonie comme ailleurs, on se mobilise un peu. Il y a eu des mobilisations intéressantes autour du cancer, par exemple. Personne ne discuterait l'intérêt de faire une coloscopie régulièrement à quelqu'un qui a des antécédents familiaux de cancer colique. Alors, faire un bilan lipidique aux gens de la famille qui ont fait un infarctus jeune, ça choque encore beaucoup, c'est vraiment étonnant, c'est dommage. Il y a eu certaines initiatives dans des pays européens. En Slovénie, il y a un dépistage universel, un dosage de la cholestérolémie à l'âge de 5 ans. Parce qu'en fait, il se trouve que c'est l'âge le plus discriminant entre la population mutée et la population non mutée. On ne va pas forcément commencer à les traiter à 5 ans, mais à partir d'un simple prise de sang de taux de cholestérol, c'est un âge très discriminant. Et puis, il y a des pays qui ont mis en place des programmes nationaux où, quand vous avez une suspicion, un petit peu comme nous, le dépistage du RAA, la prise en charge du RAA par l'agence sanitaire, on pourrait imaginer en Nouvelle-Calédonie essayer de monter un programme comme ça, parce qu'il faudra un petit peu de sous pour faire du dépistage moléculaire, enfin du diagnostic moléculaire. Mais je crois qu'on devrait probablement se lancer là-dedans. J'en parlerai aux collègues du CHT. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.